Je vois passer un petit texto. Quelqu'un dit qu'est-ce qui se passe avec la bourse? Ça vient de repopper par en haut. On vient de prendre quasiment 2000 points. Je savais pas. Et c'est Yann Sénéchal à qui je suis en train de jaser sur le site en demandant ouais, les sujets, t'es-tu correct? Et qui m'apprend live que Donald Trump, coup de théâtre. Un de plus, un de moins. On n'est pas un patacrac de plus. Là. Donc, Donald Trump qui décide de s'attaquer à la Chine dit par manque de respect. J'ai la cote. Donc, Steve Bessette, qui est secrétaire aux finances, va vous expliquer ça. On revient, on va traduire, puis on va parler avec Yann Sénéchal. They were announced a week ago, and we have just been overwhelmed by the response from mostly our allies who want to come and negotiate in good faith. So we are expecting them to come with their best deal. As I said a week ago today, don't retaliate, hold your ground, let's see what happens. And China, they kept escalating, and now they have 125% tariffs that will be effective immediately. Donc, les Américains augmentent les tarifs à la Chine à 125 %. Ils avaient commencé la journée en les augmentant au-dessus de 100 %. La Chine avait suivi avec 84 % et là, c'est l'escalade éternelle. On donne un break aux alliés. Yann Sénéchal, est-ce que tu peux m'aider, là? C'est tout frais comme nouvelle. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe également avait approuvé un tarif de réciprocité contre les États-Unis de 25 %. C'était quand même assez limité sur les biens que ça touchait, mais il avait répliqué. Le Canada, on sait, avait répliqué avec Carney à l'automobile. Donc, on a appliqué un tarif sur les autos américaines le 2 avril de notre côté. Et là, présentement, c'est pas très clair, justement, des officiels américains si on va avoir un break, nous autres aussi. C'est comme pas une pause évidente, là, parce qu'on me dit que finalement, ce serait je vais vous lire ce qui est traduit. Là, j'ai autorisé une pause de 90 jours et des droits réciproques substantiellement réduits durant la même période de 10 % effectifs immédiatement. Là, moi, honnêtement, là, qu'est-ce qui est réduit? C'est 10 % de base ou il baisse de 10 % sur les surtaxes qu'il avait amenées? Puis là, c'est confusion totale. Là. L'autre subtilité, c'est vraiment pour les pays qui n'ont pas fait de réprimande ou de réciprocité de leur côté. Mais on le sait que l'Europe venait tout juste d'annoncer qu'elle allait escalader. Le Canada avait escaladé, la Chine avait escaladé. Fait que c'est pas clair c'est quoi la situation pour le Canada. Par contre, pour les marchés financiers, c'est une bonne nouvelle parce que tout le monde est là. OK, il y a une pause de 90 jours, il va y avoir des négociations qui vont avoir lieu avec chacun des pays. Donald Trump, son équipe est divisée présentement. La guerre est carrément pognée dans son équipe. Oui. Musk d'un côté, Navarro, Lutnick de l'autre. Bessent, qu'on vient d'entendre, est un peu entre les deux. Lui, c'est un gars qui a quand même une bonne tête de finance. Il sait que les tarifs, c'est pas trop une bonne idée, mais il reste dans l'équipe de Trump. Il fait attention à ce qu'il dit puis ce qu'il fait. Tu as des sénateurs aussi républicains qui ont boqué là, la semaine passée. Tu sais, ça commence à bougonner, là. Oui, puis c'est parce que les gens comprennent mal au Canada comment ça fonctionne, mais aux États-Unis, le pouvoir de taxation n'appartient pas au président. Le pouvoir de taxation appartient réellement à la Chambre des représentants et le Sénat. C'est eux qui peuvent décider des taxes qui sont émises. Un tarif, on le sait, c'est une taxe envers les Américains. Donc, ça fait partie du pouvoir qui est exclusif au Sénat et à la Chambre des représentants. Par contre, le président peut s'en servir de temps en temps dans des situations d'urgence. C'est un pouvoir d'urgence qui lui est octroyé. C'est pour ça que pour arriver à déclarer ces tarifs-là, Trump a utilisé une loi qui lui permet, autrement dit, de mettre le pays en état d'urgence nationale. Urgence nationale économique. Fait que vous comprenez, ça sonne COVID, là, tout ce qui se passe là. Fait qu'on bypass les processus habituels du gouvernement américain. Les contre-pouvoirs américains sont bypassés complètement. Mais on sait que ça faisait pas l'affaire de plusieurs gens au Sénat et ni la Chambre des représentants. Les autres veulent se faire réélire dans quand même pas si longtemps que ça. Il y a des élections 2 ans pour la Chambre des représentants. Et ce n'est pas une mesure populaire, les tarifs, présentement. La population américaine, les sondages, il y a quelques semaines, disaient que seulement 30 % de la population était d'accord avec Trump sur l'enjeu des
tarif. Là, présentement, avec la bourse qui a baissé de cette façon-là, de quasiment 20% de moins depuis le début de l'année, t'es dans une position où est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont vraiment pas contents parce que c'est leur fonds de retraite qui a fondu rapidement. Oui. Fait qu'on peut se douter que c'est plus 30% de la population qui back Donald Trump de ce côté-là. Je pense qu'il croyait pour vrai au tarif que ça allait être utile, mais il avait surestimé un peu la capacité intellectuelle de certains membres de son équipe. Lutnick, la formule qui a été utilisée, en fait, ça l'a amené un découplage entre le discours de Donald Trump et ce qui a été réellement fait au pays, puis je t'explique. Trump, quand il parle de tarifs réciproques avant le 2 avril, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une recherche quand même assez exhaustive qui est faite par les Américains pour dire, eux autres, ils nous chargent tel tarif dans tel pays, il y a des barrières commerciales, on pense que ça vaut 15% à peu près, on pense que ça vaut 12%, donc on va leur appliquer un tarif réciproque. Tout le monde a l'impression que c'est un travail réellement fort et exhaustif qui est fait par l'administration américaine. Finalement, Lutnick présente les trucs et on finit par découvrir un peu c'est quoi la formule de calcul. Puis finalement, cette formule de calcul-là n'a absolument rien à voir aux barrières commerciales mises en place par les autres pays. Ça n'a à voir qu'avec le déficit commercial. Et ça, c'est une méga gaffe parce que le meilleur exemple dans toute cette affaire-là, je pense que c'est l'exemple qui est utilisé le plus souvent, c'est le cas du Vietnam. Le Vietnam, c'est une place qui est très pauvre. C'est une place qui n'a pas beaucoup d'argent. Et eux autres fabriquent énormément de chaussures, par exemple. Nike a des usines au Vietnam. Et ce qui fait en sorte qu'ils vont exporter aux États-Unis des dizaines et des dizaines de milliards de biens aux États-Unis. On parle de 90, même un peu plus que 100 milliards de biens qui sont exportés aux États-Unis. De l'autre côté, ils sont pauvres. Et ils sont à l'autre bout du monde. Ils n'achètent rien. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un débalancement commercial évident. Mais ça ne veut pas dire que le Vietnam demande des tarifs aux Américains. Ben, en fait, les tarifs que le Vietnam appliquait aux États-Unis, c'était environ 9%. Puis il y a peut-être des barrières commerciales, on s'entend. C'est pas un pays qui a une belle démocratie, des choses comme ça. Mais mettons 10-12, là, tu sais. Tout le monde s'entendait pour dire, tu sais, c'était pas un mauvais partenaire commercial, le Vietnam. Là. C'était pas quelqu'un qui était mal intentionné. C'est juste un pays pauvre. That's it. Ouais. Ben, dans la formule à Lutnick... Parce qu'il est en ébullition, tu sais, dans le sens que le Vietnam, avant, il n'y a jamais rien qui provenait du Vietnam ou à peu près, là. Puis là, on en voit beaucoup Made in Vietnam. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Même ceux qui voyagent au Vietnam, on dit, ça paraît qu'il se passe de quoi. Les gens sont de moins en moins pauvres. Il se passe de quoi à l'interne. Est-ce que c'est ça qui fait peur? C'est parce qu'on est en train de se développer, on veut pas qu'il se développe? Ah non. Ah non, il n'y a rien qui fait peur en réalité. C'est la raison pourquoi ça se développe plus qu'avant, c'est qu'avant, les chaussures, c'était made in China. Ben oui. Mais la Chine s'est développée, rendue une classe moyenne, tout ça. Oui. Exactement. Fait qu'ils vont dans d'autres pays pour faire les chaussures. Écoute, la chaussure Nike à 150-200$ qu'on achète, là, c'est ça qui est fou dans l'histoire. Elle doit coûter à peu près entre 10 et 20$ à produire, gros maximum. Ben oui. Importer tout aux États-Unis. Le reste, là, tout le reste de l'argent va dans les poches de Michael Jordan, de Tiger Woods, de l'équipe de développement de marketing. Dans la marge de profit, des distributeurs, puis dans toute la chaîne, là. Le gros de l'argent d'une chaussure Nike est ramassé par les Américains. Il y a un petit morceau qui est ramassé par les Vietnamiens parce que c'est eux autres qui l'ont construite. Mais je veux dire, c'est des peanuts. Pour vrai, ça coûte pas cher fabriquer une chaussure au Vietnam. Fait que le calcul fait aucun sens. Le calcul qu'ils ont pris, c'est pas une affaire de tarif. Mais là, Trump, est-ce que Trump a mal compris? Ou c'est le reste de la gang qui n'a pas suivi? Parce que là, Trump, ça fait des mois là, qu'il nous répète, ça va être des tarifs réciproques. Tarifs, c'est le plus beau mot dans le dictionnaire. Ceux qui nous tarifent, on va les tarifer. Tout le monde suivait, là. Jusque-là, quand ils sont arrivés avec le calcul, il y a un paquet d'économistes qui ont dit on comprend pas. En fait, c'est quand on a fini par le comprendre. C'est ça qui est spectaculaire. C'est quand on a été capable de comprendre c'était quoi la formule de calcul, tu te rends compte que c'est napkinien. Là. C'est vraiment une formule de calcul faite sur une napkin. Pour vrai, là, le bureau de projet du tramway de Québec a l'air vraiment professionnel. Là. C'est pas des farces que je dis là. C'est Lutnick qui est à la source de ce calcul-là. Navarro qui a été défendre le projet. Ces deux gars-là ont l'air de deux clowns, carrément. Elon Musk l'a dit là, assez clairement, là, il a carrément dit c'est un crétin. Là. Ben écoute, il dit, la phrase de Musk par rapport à Navarro, c'est « He is dumb like a brick sacks ». Donc, un sac de briques. Il est aussi cave que des cailloux. Tu sais, fait que la guerre est vraiment pognée dans ses advisors. Puis là, un moment donné, Trump, il laisse aller. Il regarde ça, il est en train de perdre Musk d'un côté, il est en train de perdre l'appui de la population éventuellement. Il se rend bien compte que les marchés financiers digèrent pas la nouvelle pantoute. Et
il y a des choses aussi qui sont contre-intuitives, mais qui s'attendaient pas. Ils pensaient, par exemple, que le dollar canadien, pas le dollar canadien, le dollar américain pourrait être renforcé éventuellement. C'est pas ça qui est arrivé. Non, Il a diminué à l'annonce des tarifs. Mais ils pensaient également que les taux d'intérêt de long terme et les taux d'intérêt, généralement, allaient baisser parce que ça allait créer peut-être une récession, ça allait créer du chaos, puis ils s'attendaient que la Banque centrale allait baisser les taux d'intérêt. Il a même mis de la pression sur Jerome Powell pour ça. Oui. Et Jerome Powell est sorti et dit non, je ne tiens pas compte de ça, je ne baisserai pas les taux d'intérêt, c'est pas toi qui décide. Mais en bout de ligne, son espérance c'était ça. Puis il y a des gens qui soutenaient la thèse qu'il y a quand même 7 000 milliards de dettes qui renouvellent bientôt aux États-Unis. Ouais. Et la thèse c'était qu'on voudrait renouveler cette dette-là à un faible taux, un taux plus faible. Ben, si tu regardes le comportement des obligations 30 ans aux États-Unis présentement, ce que tu te rends compte, c'est que oui, initialement, à l'annonce des tarifs, les taux ont baissé un peu, mais assez rapidement, ils se sont mis à monter, puis à monter beaucoup. En fait, ils sont montés plus haut qu'au pire moment de la période inflationniste de 2023. Pourquoi? Puis là, je sais que c'est technique, là, puis même moi, je suis encore, là, mais ça se peut que tu me perdes. Là. Mais tu sais, pourquoi? Parce que est-ce qu'on s'attendait à ce que tout le monde se garoche chez les marchés obligataires, puis c'est pas arrivé? Ben, en fait, c'est arrivé au début parce que les gens ont eu peur de la pourquoi bourse. Ça a arrêté? Ouais, pourquoi ça a arrêté? Parce que la bourse a encore baissé un matin, là. Ben c'est ça, c'est que les gens avaient peur, ils sortaient leur argent de la bourse, achetaient des obligations américaines, parce que ça, c'est le textbook, ce qui se passe d'habitude. Quand les gens ont peur des marchés financiers, ils vont vendre leurs actions, vont acheter des obligations en attendant, parce qu'ils voient les obligations américaines comme un paradis, un endroit, un safe haven, comme on dit. Ouais. Ben là, les États-Unis sont le belligérant dans cette histoire-là. Fait que là, les investisseurs internationaux se disent, écoute, oui, d'habitude, effectivement, les obligations américaines, c'est quand même sécuritaire. C'est pas nécessairement les Américains, c'est les investisseurs d'ailleurs qui ont dit, on va mettre notre argent ailleurs. Ben c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs internationaux qui ont rapatrié de l'argent en Europe, par exemple, ou au Japon, ou peu importe. Donc, il y a eu une fuite des capitaux des États-Unis vers l'Europe, vers le Japon. Fait que là, tu es dans une position où est-ce que cette fuite des capitaux-là diminue la capacité du président américain de refinancer de la dette à faible coût. Parce que le taux d'intérêt, c'est de long terme. Le taux d'intérêt de 30 ans s'est mis à augmenter. Puis ça, c'était pas souhaité par Donald Trump, c'était pas souhaité par Bessent non plus. Bessent était un des gens qui défendaient l'idée d'avoir des taux d'intérêt vraiment, vraiment bas. Ben là, ça allait à contresens de tout ça. Puis, tu sais, la panique a pris dans l'équipe parce que ça aurait pas dû, parce que s'il y avait eu des bonnes connaissances économiques, il y aurait été des vrais partisans du libre marché. Tout ce qui arrive était quand même assez prévisible. Mais eux autres, ils savaient pas parce qu'ils pensaient réellement que les tarifs étaient une bonne mesure. Même si dans les années 1800, dans les années 1920, dans les années 1970, ça a été prouvé que c'était des politiques qui étaient mauvaises pour l'économie. Encore là, tu sais, là, on dit ça, ils ont réalisé, mais on n'est pas à, on est peut-être à 24 heures après que Trump repart ses tarifs, là, ça, je veux dire. On parle de 90 jours, puis des fois, il nous a bien donné des dates, il a reculé à la date, après ça, il l'avançait, après ça, il le remet. À un moment donné, il a parlé du 1er avril, du 2 avril, parce que le premier, c'était le poisson d'avril, puis là, finalement, au mois d'avril, finalement, au mois de mars. C'était au mois de mars, au mois d'avril. Là, c'est pour ça qu'avance, recule. Je pense qu'en moi, je vais me garder une gêne là, pour dire qu'il a compris, je suis pas certain. Tu sais, puis tu l'as mentionné un peu, mais quand même, je vais y rentrer dans la question. On dirait que son plan, que tu dis qu'on prétend que c'est peut-être un plan de napkin, c'est aussi de créer le chaos pour mettre le chaos à son avantage, mais que ça va faire mal aussi aux États-Unis. Parce que là, il accepte le chaos, là, parce qu'avance, recule, c'est créer de l'incertitude. Si tu crées de l'incertitude, il n'y a pas d'échange entre partenaires ou entre entreprises. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'investissement. Tu es sur attente. Fait que c'est tu sais, il sait, là. Si toi, tu le sais, moi, je le sais, JC le sait, j'imagine qu'il le sait aussi, là. Écoute, j'ai regardé un graphique qui était vraiment intéressant sur l'indice de confiance des petites entreprises américaines. Puis, ce qu'on voit, là, c'est que dans l'été, quand Trump reprend les devants dans la course face non pas à Kamala Harris, mais Biden à cette époque-là, Trump passe clairement en avant de Biden à un moment donné. Et cet indice-là de confiance se met à augmenter. Donc, les entreprises américaines, les petites entreprises américaines sont contentes de voir que Trump a une meilleure chance de gagner l'élection. Éventuellement, on sait ce qui arrive. Biden est remplacé, Kamala prend sa place. Et là, cet indice-là recommence à baisser quand Kamala passe en première place.
Et éventuellement, on sait qu'à un moment donné, J.D. Vance fait le débat avec Tampon Tim, puis les républicains, puis Donald Trump repassent en première place, et cet indice-là recommence à monter. Donald Trump gagne l'élection, on arrive proche de l'inauguration, et cet indice-là n'arrête pas de monter. On revient à un moment où est-ce qu'on est quasiment aussi confiant qu'avant la COVID. On revient à des niveaux de confiance au niveau des entreprises comme en 2019. Fait que Trump était perçu réellement comme quelqu'un qui allait aider la petite entreprise, qui était bon pour l'économie américaine. Et là, les histoires de tarifs ont commencé, cet indice-là commençait à baisser un peu. Quand la mer de poignée avec le Canada s'est mis à baisser très, très, très vite. Et là, on n'a pas les données du mois d'avril, évidemment, mais j'ai l'impression que l'indice de confiance des entreprises, présentement, doit commencer à être très, très faible, puis peut-être même à des niveaux plus faibles qu'au niveau de la COVID. Fait que t'es vraiment dans une position que tu te rends compte que c'était une mauvaise chose. Le temps est compté, mais en bout de ligne, là, il n'y a pas eu de tarif pendant beaucoup de jours. Hein. Le Canada, là, on l'oublie, là, mais on a eu 2 jours de tarifs. C'était mêlant là, aussi, cette histoire de tarifs-là, là, aux douanes. Là. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment calculer. Puis, hey, mais juste avant qu'on avance dans le sujet, il faut absolument que je te pose cette question-là. Est-ce que Mark Carney est heureux présentement à 2h03 de l'après-midi en cette belle journée du 9 avril? Est-ce que ça vient de changer sa campagne électorale ou ça n'a pas d'incidence? Non, écoute, ça change quand même beaucoup de choses parce que lui a besoin de cette crise-là. En fait, il s'en est vraiment bien tiré le 2 avril parce que normalement, le 2 avril, les Canadiens auraient dû conclure que, hey, on a été épargnés, il s'est rien passé. Hey, la merde est pognée partout sur la planète, mais nous autres, on a été épargnés. La seule affaire, c'est je suis pas certain que la moyenne de nos ours et de nos boomers pro-Carney, tu viens de le dire, là, sont tout mêlés. Je suis pas certain qu'ils ont suivi à la porte là, tant que ça. Là. Exact. Fait que lui, il s'en est bien tiré parce que finalement, Trump avait ajouté quand même un tarif sur l'auto. Fait que ça lui a permis de maintenir la crise en fonction et ça lui a permis, lui aussi, de mettre un tarif sur les autos. Les tarifs sur les autos, avant le 2 avril, ça n'existait pas. Ouais. Mais Trump l'a passé cette journée-là, qui était le seul nouveau tarif appliqué au Canada. Carney a pu répliquer et ça lui a permis de maintenir son image d'homme fort, de capitaine Canada qui traîne pour une raison que j'ignore, honnêtement. Là. Mais ça, c'est l'image qu'ils essaient de préserver. Ils veulent avoir cette crise-là. Mais là, avec la crise qui s'estompe, ben ça peut être problématique pour Carney parce que si la crise s'en va, c'est pas une bonne chose pour lui. Ou encore pire, si finalement tous les pays ont un break et les Américains arrivent et disent « Hey, by the way, Canada, vous êtes un des quelques pays qui a répliqué, ben vous autres, on vous rajoute un tarif comme on vient de faire avec la Chine. » Si ça nous arrive, ça pourrait nuire à Mark Carney. Mais je pense pas que Trump va aller là parce que on est son plus gros partenaire commercial. Ça veut dire que la minute qu'il nous met un tarif, il nuit énormément à son économie, beaucoup plus qu'à l'Union européenne. Fait que t'es dans une position où est-ce que tu te dis, ben écoute, honnêtement, là, les tarifs vers le Canada, ça a toujours été stupide, puis c'est encore stupide aujourd'hui, puis je pense pas qu'ils vont aller là. Yann, merci beaucoup. Une super vulgarisation d'un sujet extrêmement complexe et dur à suivre. Non seulement c'est complexe de base, mais là, en plus, avec les back and forth, puis avance, recule, tasse, revient, retourne, moins 10, plus 20, c'est encore plus mêlant, mais merci beaucoup. Le calcul des tarifs, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Merci beaucoup, Yann. Extraordinaire. Yes. Je pense qu'on a compris. Salut, bye. Yann Sénéchal, que vous pouvez entendre évidemment au podcast Yann et Frank et sur le site votreconseiller.net que vous pouvez aller visiter et vous pouvez le rejoindre là.